Je commence ma journée de communication politique par un commentaire d'actualité sur une information qui est tombée sur les tabloïds, à savoir le projet de coopération militaire entre la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi Tshilombo et la Fédération de Russie du président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Je voudrais réagir sur cette évolution de l'actualité politique africaine pour contribuer à éclairer la lanterne de mes frères et sœurs congolais, à qui je dis Mbote, et l'ensemble des Africains du continent et des diasporas. Je voudrais aussi, par là, contribuer à clarifier pour nos amis européens, nos amis américains, nos amis asiatiques de l'Afrique des libertés, la dialectique de la situation, eh bien, en République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, je vous confie également cette courte émission de la mi-journée et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour d'ores et déjà la diffuser sur votre réseau personnel. Vous êtes maintenant sur Facebook, vous êtes près de 200 personnes rassemblées. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour inviter 200 personnes sur vos réseaux. Vous êtes maintenant près de 500 personnes rassemblées sur YouTube. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour protéger l'émission et pour la distribuer. Vous êtes près de 400 rassemblés là sur TikTok et je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Je vous salue, quelle que soit votre position dans l'espace et le temps, et je vous transmets les bénédictions de la terre africaine du Mali. Je vous transmets les bénédictions du Djoliba. C'est un séjour rempli d'inspiration. Je fais face au grand fleuve Djoliba, au fleuve Niger qui coule à Bamako, et c'est un dialogue littéralement avec les esprits de ce grand élément naturel de l'espace malien que j'achève la rédaction d'un recueil de poèmes panafricanistes que j'avais commencé à écrire il y a maintenant 2 ans, qui s'était interrompu parce que les circonstances ne me permettaient pas de me reconcentrer dessus. Eh bien, j'ai une occasion, une opportunité extraordinaire de parachever ce recueil de poèmes, Soleil du Djoliba, méditation poétique panafricaine, en contemplant face à moi le fleuve qui m'inspire, la terre africaine offerte à ma méditation. Ces choses-là viendront plus tard, puisque à l'occasion de notre séjour, nous organiserons la dédicace de ce recueil poétique qui sera rempli, je pense, de réflexions utiles à l'éveil de la conscience panafricaine. Alors, je fais ma revue de presse, comme d'habitude, et je tombe sur l'information diffusée par la presse belge, notamment, l'information selon laquelle la République démocratique du Congo eh bien, a engagé d'ores et déjà un projet de coopération militaire avec la Fédération de Russie. La presse officielle belge qui rapporte cette information s'est basée sur une publication, en effet, du ministère russe des Affaires étrangères, confirmant que le gouvernement russe a donné son accord pour approuver un projet de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Opération militaire qui comprendrait la mise en commun de l'expérience militaire russe et de l'expérience militaire congolaise par la formation des militaires congolais en Russie, mais aussi par l'accompagnement
des militaires congolais en Afrique, un accord qui comprend la mise à disposition non pas seulement du personnel militaire russe, mais également une mise à disposition beaucoup plus accrue du matériel militaire russe. Un accord de coopération qui, dans son contenu, serait tout à fait comparable à celui qui a été signé avec le Cameroun, à celui qui a été signé avec le Mali, celui qui a été signé avec le Burkina Faso, avec le Niger et plusieurs autres pays africains. Alors, quand vous prenez cette information comme telle, publiée par la presse belge, vous vous posez la question de savoir pourquoi la presse belge en fait-elle ses choux gras. Pourquoi cette information émeut-elle particulièrement la presse belge? C'est ce que je reprochais hier à un journaliste de l'Indépendant de Bamako, reproduisant des informations américaines sans se poser la question de savoir, mais que se cache derrière, quelles sont les intentions de ceux qui publient l'information de cette façon. Je commence par ce point. Pourquoi la presse belge s'intéresse-t-elle au plus haut point à l'accord de coopération en voie de signature entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie? Deuxièmement, pourquoi Félix Tshisekedi Tshilombo décide-t-il de signer cet accord de coopération militaire maintenant? Ah, ce sera la deuxième question. Enfin, qu'est-ce qui va se passer après la signature de cet accord de coopération militaire? Il y a trois questions. Pourquoi l'annonce de la mise en place de cette coopération militaire intéresse-t-elle au plus haut point la Belgique et par extension l'élite politique occidentale? Deuxièmement, pourquoi c'est maintenant que Tshisekedi décide de le faire? Troisièmement, qu'est-ce qui va se passer à supposer que finalement l'accord soit signé? OK? Maintenant, donc, nous allons entrer dans l'analyse question par question. Hein, j'ai une succession de rendez-vous importants dans cette journée à Bamako. Donc, je vais être moins pédagogique que d'habitude pour aller assez rapidement au point d'analyse que je veux mettre à la disposition de chacune et de chacun d'entre vous, quitte à faire des analyses plus amples plus tard. Il faut aussi voir que, bon, la qualité de connexion n'est pas suffisante. Et du coup, j'imagine que, en tout cas, par exemple, pour ceux qui sont sur Facebook, le flux de l'information n'est pas toujours au top. Mais on va faire avec les moyens de bord et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer à partager l'émission. C'est parce que nous n'avons pas forcément suffisamment de machines à notre secours qu'on peut avoir des perturbations. Bon, commençons par la première question. L'accord de coopération militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo intéresse au plus haut point l'Occident et la Belgique. Pourquoi? Parce que l'Occident, la Belgique et en particulier la France considèrent que la Russie est en train de ronger, de récupérer dans sa zone d'influence les anciennes colonies, les anciens territoires sous tutelle des puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes occidentales. Je recommence l'explication. L'annonce de cet accord de coopération militaire entre la Russie et la République démocratique du Congo alarme l'OTAN, alarme les Occidentaux, qui estiment que depuis quelques années, la Russie est en train de récupérer, selon leurs propres termes, leur zone d'influence, leur précaré. Pour les dirigeants européens et américains du Nord, l'Afrique appartient à l'Occident. Dans la psychologie de l'élite politique occidentale, en général, belge, française, par exemple en particulier, la République démocratique du Congo, c'est leur domaine d'influence. La République démocratique du Congo leur appartient.
Il n'est pas difficile de l'établir. J'ai toujours parlé aux Congolaises et aux Congolais du courrier du 2 août 1939 dans lequel Albert Einstein s'adresse au président Franklin Delano Roosevelt. Dans ce courrier du 2 août 1939, Einstein recommande au président américain Franklin Delano Roosevelt de tout faire pour maintenir le Congo sous contrôle américain, parce que le Congo est la plus grande réserve d'uranium du monde. Et l'uranium, c'est une matière première stratégique, puisqu'elle est la matière première avec laquelle on fait les bombes atomiques et avec laquelle on produit de l'énergie nucléaire. Einstein recommande à Delano Roosevelt de tout faire pour que les matières premières de la République démocratique du Congo actuelle, qui s'appelait alors le Congo belge, que ces matières premières ne soient jamais en dehors du contrôle des États-Unis. Einstein l'écrit noir sur blanc, et toute la politique américaine, toute la politique occidentale en République démocratique du Congo sera déterminée par le principe de tout faire pour que les richesses faramineuses du Congo ne soient jamais sous le contrôle des Congolais. Voilà pourquoi l'OTAN, la CIA, le Mossad, les services secrets occidentaux vont tous conspirer et organiser l'élimination de Patrice Lumumba, l'écrasement du mouvement national congolais, l'élimination de Pierre Moulele, l'élimination de Laurent Désiré Kabila. Tous ces grands fils du Congo ont été tués dans le cadre de la doctrine occidentale du contrôle du Congo par tous les moyens. Il y a un deuxième fait que je remets à l'attention des Africaines et des Africains. C'est le comportement de la Belgique. Il faut que les Africaines et les Africains sachent que le roi des Belges, Léopold II, avait décrété que le Congo est sa propriété personnelle. Il s'est même permis de vendre tout le Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, et l'a vendu à la Belgique. Léopold II est roi des Belges. Il arrache le Congo par la violence et la brutalité coloniale. Il décrète que le Congo est sa propriété personnelle. Un Belge dit que le Congo est sa propriété personnelle. Alors même que la Belgique n'a même pas la taille de la seule région de Kinshasa. Toute la Belgique se traverse en moins d'une demi-journée. Vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de 3 heures de temps pour traverser toute la Belgique. Le roi d'un micro-pays, d'un pays-ton. Il se lève et dit que tout le Congo, là, plus de 2 millions de kilomètres carrés, il dit que c'est pour lui. Puis, comble du ridicule, il vend le Congo à la Belgique. Il vend le Congo des Africains à la Belgique. Pour que la Belgique le paye, en même temps qu'il se paye les richesses du Congo. Ce Léopold II et tous ses héritiers, les Baudouins et consorts, ont coupé 10 millions. Ils ont coupé 20 millions de mains au Congo. Lisez le livre de Marc Wiltz, un Belge qui a témoigné. Ils ont coupé à 10 millions de Congolais leurs bras parce que ceux-ci avaient refusé de se soumettre à la colonisation. Ils leur ont coupé les bras. Ils ont coupé 20 millions de bras. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes au Congo qui se sont fait couper les bras sur ordre de Léopold II et de ses successeurs. La Belgique regarde toujours le Congo comme une propriété privée. Et quand elle apprend donc que la Russie signe un accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, la Belgique s'émeut. Une propriété du royaume est menacée de capture. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la psychologie occidentale dans l'affaire? Il faut que vous sachiez que pour l'Occident, le Congo lui appartient. Un ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, ne s'est pas gêné pour dire que, et il a dit publiquement, il ne s'est pas gêné pour dire que l'Afrique appartient à la France, que l'Afrique appartient à l'Europe lors d'une conférence publique. Et le président Tchiani a rapporté des propos de l'actuel président français dans un symposium avec ses collègues occidentaux de l'Union européenne. Un pays de l'Union européenne proposait aux Occidentaux de négocier plutôt une solution à l'amiable avec le Niger
et de ne pas rentrer dans une posture de punition, de sanction, qui est devenue en fait une obsession de l'élite occidentale envers les autres parties du monde. Punir, sanctionner, ça c'est devenu la maladie mentale de l'élite politique occidentale regardant le monde. La majorité pourtant du monde. Bon. Mais le président français a répondu à son homologue, probablement allemand, que le Niger appartenait à la France. Donc, moi, j'ai lu la presse belge, la presse occidentale, évoquant le projet de signature d'un accord entre la Belgique, entre la Russie et le Congo, et la littérature diplomatique, la littérature politique occidentale s'exprime littéralement à partir de la perspective de l'exproprié, du spolié. C'est-à-dire que les Belges, les Français, les Occidentaux, les Américains se comportent comme si la Russie, en entrant en coopération avec le Congo, touche à leur propriété privée. Ils sont outrés. Mais interrogeons cet outrage. Pourquoi sont-ils outrés? Est-ce que le Congo appartient à la Belgique? Est-ce que le Congo appartient à l'Occident? Est-ce que le Congo appartient à la France? Est-ce que le Congo appartient à l'Union européenne, aux États-Unis? Non, le Congo appartient aux Congolais. Donc déjà, nous devons refuser toute la terminologie de cette presse qui parle de l'Afrique comme d'une propriété de quelqu'un d'autre que les Africains. Si l'Afrique appartient aux Africains, les Africains sont libres d'établir des relations diplomatiques avec qui ils veulent. Ça, c'est pour le premier point. Passons sans plus tarder, mes chers amis, à la deuxième question qui se pose et qui s'impose. Pourquoi Félix Tshisekedi choisit-il 2024, au mois de mars, pour faire avancer les travaux de signature d'un accord de coopération militaire avec la Russie? Pourquoi? Et là, nous allons voir le double jeu de Tshisekedi, son manque de sérieux. Félix Tshisekedi, qui est-il? Mais c'est un pur produit de la domination occidentale en République démocratique du Congo. C'est le candidat de l'Occident. C'est l'homme qui a été imposé aux Congolais, non seulement au prix de micmac à l'intérieur, mais également au prix d'arrangement. Sa querelle avec le président français Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse qui, l'année passée, les a rassemblés à Kinshasa, a permis de savoir qu'il avait été fait président à la tête du Congo sur la base de ce qu'on a appelé un compromis à l'africaine, c'est-à-dire un arrangement. Tshisekedi est un président par arrangement. Et ce qu'il appelle élection, c'est un processus vicié, bourré de mascarade. C'est un processus corrompu qu'il a appelé élection. Ce qu'il a porté au pouvoir n'est rien d'autre qu'un processus frauduleux. Des millions de Congolais se sont vus exclure arbitrairement des listes électorales. Les conditions de proclamation et de contrôle des votes étaient d'un flou scandaleux. On ne peut pas parler d'élection, c'était une foire. C'était une foire, une fois de plus, comme d'ailleurs la précédente. Donc quand le président français a rappelé que c'est un compromis à l'africaine qui avait permis à Tshisekedi de devenir président de la République démocratique du Congo, il a simplement voulu lui rappeler qu'il était un vassal. Et la vassalité de Tshisekedi ne se dément pas. Ses principaux partenaires sont les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, Israël. Voilà, c'est la Belgique. Ce sont ses principaux partenaires, c'est-à-dire ceux auprès desquels Tshisekedi endette et surendette d'année en année la République démocratique du Congo. Ce sont les grandes puissances occidentales. Là-dessus, il ne faut pas que vous vous doutiez un seul instant. Tshisekedi est un homme de l'Occident. Et il mène à la tête de la République démocratique du Congo la politique qui lui est dictée par ses maîtres occidentaux. Donc pourquoi diantre Tshisekedi fait-il un pas vers la Russie? Mais parce qu'il y a un autre élève, un autre vassal de l'Occident, qui est en rivalité dans la sous-région d'Afrique de l'Est avec Tshisekedi. Il s'appelle Paul Kagame. Paul Kagame était un pion de l'impérialisme anglo-américain, donc un pion de l'Occident, dans le cadre de la stratégie du diviser pour mieux régner. Kagame a été chargé et il est armé, il est financé, et il est encadré et il est reconnu internationalement pour la mission
de maintenir la République démocratique du Congo à feu et à sang, afin de continuer à piller les minerais congolais pour les livrer à vil prix aux multinationales occidentales. Tshisekedi sait très bien que Kagame est protégé par les mêmes maîtres que lui. Kagame est chargé de semer le trouble au Congo. Tshisekedi est chargé de faire semblant de combattre Kagame. Entre-temps, les populations congolaises sont ballottées et sacrifiées pendant qu'on pille allègrement le Congo pour nourrir les multinationales occidentales. Merci à toi, Philippe. Wa Africa, wa Sénégal. Voilà le fonctionnement, voilà le principe de fonctionnement. Qui fait que Tshisekedi, en fait, quand il fait un pas vers la Russie, c'est parce qu'il veut, d'une certaine façon, faire chanter ses maîtres occidentaux à cause de Kagame. Kagame est un vassal de l'Occident, comme Tshisekedi. Ils ont strictement les mêmes maîtres. Le régime rwandais est soutenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, la Belgique, la France, Israël. Ce sont les mêmes pays qui prétendent soutenir Tshisekedi, qui ont imposé Tshisekedi à Kinshasa. Ce sont les mêmes pays qui ont donné mission à Kagame de déstabiliser en permanence le Congo pour que le peuple congolais, conformément à la lettre d'Einstein à Roosevelt, pour que le peuple congolais ne soit jamais maître des matières premières stratégiques faramineuses dont son sous-sol abonde. Donc, en fait, Tshisekedi fait une bouderie. Tshisekedi fait un caca nerveux à l'intérieur de la maison de l'impérialisme occidental dont il est un serviteur. Il essaye de titiller ses maîtres en sachant très bien qu'il est impossible matériellement d'organiser une coopération militaire avec la Russie pendant même qu'on est protégé par des mercenaires français, pendant même qu'on est protégé par les forces de l'Union européenne, pendant même qu'on a des conseillers militaires américains, britanniques, israéliens à tous les niveaux de son armée, on ne peut pas prétendre mener concrètement une coopération militaire avec la Russie sur le terrain. Donc, l'annonce de ce projet de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie permet à Tshisekedi de faire chanter un peu ses maîtres en leur disant de réduire un peu plus la part de Kagame dans le deal d'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'une saute d'humeur du vassal, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qu'est-ce Tshisekedi envers ses maîtres pour leur dire de réduire un peu la part qui est donnée à l'autre vassal, Kagame. Vous comprenez? Tshisekedi croit pouvoir ainsi tromper la vigilance du peuple congolais en donnant l'impression d'engager l'action proprement révolutionnaire et de l'autre côté, il veut obtenir de ses maîtres occidentaux qu'ils réduisent un peu l'impact de Kagame, les avantages de Kagame. Bref, Tshisekedi souhaite une paix légèrement troublée, alors que Kagame, lui, il est pour une paix fortement troublée. Tshisekedi souhaite une paix des braves, alors que Kagame, lui, il adore la paix des cimetières. Kagame veut être le maître de l'Afrique de l'Est. Tshisekedi souhaite être un petit maître de l'Afrique de l'Est et que tous les deux obéissent gentiment aux grands chefs, qui sont les impérialistes occidentaux, l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, bref, les puissances négrières, colonialistes, impérialistes, invétérées. Vous avez bien compris que Tshisekedi, en réalité, veut gagner de tous côtés. D'un côté, il est protégé par les mercenaires français, il est protégé par les forces et les renseignements généraux occidentaux. De l'autre côté, il leur met la pression en disant « Attention, les Russes arrivent. Si vous ne faites pas reculer Kagame, vraiment, je vais laisser arriver les Russes. » Histoire que ces maîtres occidentaux se tournent vers Kagame pour lui dire « Kagame, tu vois, tu risques de jeter Tshisekedi entre les mains de Poutine, donc fais gaffe, non, 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 demande au M23 de desserrer les taux sur Goma, de rentrer un peu, non, mais le M23, il ne faut pas qu'ils se retirent complètement, ils doivent rester, ils doivent maintenir la pression, mais demandez-leur de quitter certaines positions. » En fait, Tshisekedi comme Kagame vivent de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Leur pouvoir ne vivent que cette déstabilisation.
Tshisekedi sait très bien que ce sont les Occidentaux qui, à travers Kagame, déstabilisent le Congo. Et il ne les accuse pas frontalement de le faire. Il fait un pas vers la Russie pour dire à ses maîtres, écoutez, vous faites trop de cadeaux à Kagame, alors que je suis votre vassal comme lui, je demande que vous traitiez Kagame et moi 50-50. Donc, que Kagame n'envahisse pas trop le Congo. Il peut envahir un peu quand même, ça va. Et moi, je ne vais pas trop l'attaquer. On va stabiliser une micro-guerre, un petit climat de guerre dans le Kivu. Bon, chacun va pouvoir prendre un peu ce qu'il peut. Et moi, je serai président. Parce qu'en fait, le but de l'action politique pour Tshisekedi, c'est d'être président. Être président, c'est pour lui la finalité de la politique. Et la jouissance des biens de l'État que procure le statut de président est le but de l'action politique pour lui. Ce n'est pas la transformation du sort du peuple congolais, il s'en fout complètement. On ne peut pas avoir le train de vie de Tshisekedi quand on a un peuple qui est dans la misère que nous connaissons. Ce n'est pas possible. Le train de vie de la classe politique congolaise est aux antipodes totales de la souffrance réelle du peuple congolais. Intéressez-vous simplement à la pyramide des salaires des députés, des sénateurs congolais. Et vous la comparez au revenu minimum de la Congolaise et du Congolais. Des Congolaises et des Congolais qui par millions crèvent dans les zones de déplacement, les zones de guerre, les zones de conflit. Comparez ce qu'ils ont par jour à ce que l'élite politique incarnée par Tshisekedi mange à Kinshasa. Kinshasa est prise en otage par une élite de prévaricateurs, d'estomac profond, d'estomac sans fond. Ils se paient en millions de dollars dans un pays dont la population est en train de crever en détail. C'est inacceptable, c'est insupportable. Quand vous étudiez la part que la classe politique prélève dans le budget national pour s'assurer ces conditions de vie, et que vous compariez cela à la vie réelle de l'écrasante majorité des Congolais, vous comprenez que Tshisekedi est vraiment le représentant de la domination. Bon. Là, j'ai répondu, je crois, à la deuxième question. Et ça vous permet de vous préparer à la troisième et dernière partie de mon intervention. Mais qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'accord définitif de coopération militaire n'est pas encore signé. Mais c'est le projet d'accord qui a été validé de part et d'autre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous dis que cet accord va être signé. Mais il ne sera pas suivi des faits. Et ça me rappelle un autre accord qui a été signé comme ça dans un super coup de bluff qui s'est avéré un pur coup de bluff. C'est Biya, le dictateur de mon pays natal, le Cameroun, qui s'est levé, il est allé à Moscou en mars 2022, alors même que l'opération militaire russe en Ukraine venait de commencer. Biya est allé là-bas, il a signé un accord de coopération militaire. Alors, toutes les commodités, le même accord, par exemple, que le Mali, le Burkina, le Niger, pratiquement ont, Paul Biya a signé. Mais c'était pour mettre la pression sur ces maîtres occidentaux. Parce que Paul Biya sait qu'un certain nombre de groupes armés sécessionnistes du nord-ouest du Cameroun sont financés par les puissances occidentales. Ils sont financés pour déstabiliser le Cameroun parce que la partie du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun est gorgée de pétrole et qu'à travers cette déstabilisation, on veut accéder aux ressources camerounaises à vil prix. Paul Biya le sait. Donc pour les avertir que vraiment lui ne va pas accepter cela, il fait un petit pas chez Poutine, mais il n'est jamais revenu ni avec un militaire russe, ni avec un avion russe, ni avec un navire de guerre russe. Il n'a jamais fait d'exercice naval, il n'a jamais fait d'exercice militaire. Paul Biya n'a jamais véritablement mis en œuvre l'accord qu'il a signé. C'est à partir de l'analyse de l'usage que Biya a fait de son accord de coopération militaire avec la Russie, c'est-à-dire un usage de bluff et de chantage, qui lui a permis de mieux serrer les taux sur les sécessionnistes ambazoniens. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, Tshisekedi s'inspire de l'exemple du maître dictateur d'Afrique centrale, Paul Biya. Il fait semblant d'aller vers la Russie, ce qui lui permet de couper l'herbe sous les pieds de son opposition et en même temps de continuer à faire une politique platement néocoloniale. Biya est protégé par l'armée israélienne. Vous ne voyez pas Biya protégé par Israël, allié notoire des États-Unis. Vous ne voyez pas Biya faire venir les militaires russes à ses côtés à Yaoundé. Faire venir les militaires russes pour combattre Boko Haram à ses côtés. Vous ne voyez pas Biya faire ça. Puisqu'il est protégé
En dehors de son bir, de sa garde présidentielle, il est protégé par les Occidentaux. Ce sont les officiers israéliens qui assurent la protection du régime, bien depuis très longtemps, la garde présidentielle, elle a même été dirigée à un moment donné officiellement par les officiers de l'armée israélienne, qui, vous le savez, est une armée alliée et intimement liée à l'armée américaine. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que l'on fasse venir des officiers russes, des militaires russes au Cameroun, alors que le régime est sécuritairement lié et intimement lié aux services secrets occidentaux. De la même façon, Tshisekedi dit son coup de bluff. Il peut signer comme Biya a signé en 2022, il ne fera rien. Tout ça, c'est juste pour obtenir que l'on baisse l'avantage qui est fait à Kagame, qu'on baisse les cadeaux qui sont faits à Kagame et qu'on les traite un peu tous de la même façon dans l'écurie néocolonialiste et impérialiste occidentale. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose que Sassou Nguesso fait. Même Ali Bongo, à un moment donné, voulait aller vers Poutine dans cet esprit. Ce sont des bluffeurs. Vous voyez Sassou, il se lève, il va dire à Poutine, vraiment, mais il n'y a pas de soldats russes. Mais il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'opération militaire russo-congolaise de Brazzaville. Ben, c'est le même modèle que Tshisekedi a choisi, qui est un modèle de tromperie. Il veut tromper la population, parce que la population a bien compris que Kagame agissait avec la bénédiction de l'Union européenne, la bénédiction de l'OTAN, la bénédiction des grandes puissances occidentales. Ça, la population congolaise l'a compris. Donc, Tshisekedi, pour tromper cette population, faire semblant véritablement de s'engager avec la Russie. Mais c'est un engagement purement verbal, qui ne va pas être suivi d'une véritable réforme, eh bien, de la doctrine militaire. Vous comprenez? C'est du bluff. Parce que pour que Tshisekedi mette en œuvre un tel accord de coopération, il doit révolutionner sa garde personnelle. Il doit faire partie de tous les mercenaires occidentaux qu'il a fait venir. Mais ils ne vont pas partir sans lui organiser un coup d'État quand même. Lui, il est protégé directement par eux. Ils sont son cercle. Pour cela, il faut qu'il rompe les relations de vassalité qu'il a avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Pour cela, il faut qu'il arrête de servir d'adjoint du néocolonialisme français en Afrique, comme on l'a vu opérer au Tchad. Ça fait beaucoup de choses que Tshisekedi doit changer. En fait, il faudrait que Tshisekedi Félix ne soit plus Tshisekedi Félix pour que un tel accord s'applique. Et j'ai lu le compte rendu de cet accord sur la page de la diplomatie russe. Les Russes sont parfaitement conscients du jeu de Tshisekedi, mais eux, ils sont patients. La Russie, c'est un continent. Vous venez dire que vous voulez coopérer avec la Russie ne vous dira jamais non. La Russie pratique en Afrique ce qu'on peut appeler le principe du réalisme diplomatique. Un pays veut coopérer, la Russie ne coopère qu'avec les États. Elle ne coopère qu'avec ceux qui gouvernent, ceux qui détiennent réellement le pouvoir, mais qu'ils soient élus ou pas. C'est la doctrine russe. Alors, elle coopère avec les États, mais tant que vous avez le pouvoir et que vous venez vers la Russie pour négocier les choses, ben, la Russie, il n'y a pas de problème. Elle considère que ça, c'est ça de gagner. Et c'est une base pour plus tard. Mais je suis convaincu que la diplomatie russe, c'est que ce n'est pas Tshisekedi qui mettra en œuvre l'accord. L'accord peut être signé maintenant, mais ce n'est pas lui qui va le mettre en œuvre. Il existait des accords de coopération, y compris militaires, entre le Burkina Faso et la Russie. Mais ils n'ont pas été mis en œuvre par Compaoré, ils n'ont pas été mis en œuvre par tous les présidents. Même Damiba n'a pas été capable de les mettre en œuvre. Qui les a mis en œuvre? Eh bien, c'est Ibrahim Traoré. Et avant lui, c'était Sankara. D'accord? Donc, ne vous laissez pas bluffer par des annonces d'accords qui ne sont pas suivies d'actions, qui ne sont pas suivies d'opérations, qui ne sont pas suivies de ruptures tactiques et stratégiques vérifiables. D'accord? Je vois parfois la propension du peuple africain à prendre les manchettes des journaux pour des réalités effectives et historiques. Non. Quand vous passez devant un kiosque à journaux, ce n'est pas tout ce qui est écrit sur les titres qui correspond à la réalité. Il faut un suivi des informations qui nous sont annoncées pour voir si elles peuvent passer des effets de manchette, si elles peuvent passer des effets d'affichage pour devenir des réalités socio, historiques, économiques et politiques. L'Institut de l'Afrique des libertés se donne la mission de surveiller le passage à l'acte de ceux qui font des discours. Moi, j'ai lu donc le texte du projet d'accord, mais c'est le même texte partout, mais on a affaire à des hommes qui ne sont pas à la hauteur du texte. Voilà la situation.
Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre dans l'avenir? Le Congo n'a aucune autre chance que lorsque le mouvement révolutionnaire panafricaniste congolais va prendre le pouvoir. Le mouvement révolutionnaire panafricaniste congolais a ses représentants dans toutes les forces vives de la nation congolaise. Tshisekedi ne peut pas appliquer la rupture tactique, la rupture stratégique, la rupture géopolitique nécessaire à l'émancipation du Congo. Il n'est pas l'homme de la situation, c'est plus haut que lui. Car lui, il a une conception jouissive du pouvoir. Le pouvoir, pour lui, n'est qu'un moyen d'accéder à la gloire, d'accéder à la jouissance, d'accéder à une fortune exagérée et, pour ainsi dire, à l'extase du présent. Le pouvoir n'est pas pour lui une mission sacerdotale pour continuer l'émancipation et obtenir la vraie souveraineté du peuple africain. Il faut donc toujours que les Congolaises et les Congolais sachent qu'ils ont une révolution à faire. Il leur faut s'inspirer de leurs frères maliens, burkinabés, nigériens, pour opérer la grande rupture. On ne peut pas combattre le terrorisme en s'associant avec les puissances qui l'ont fait venir. On ne peut pas combattre le terrorisme en s'associant avec les puissances qui le financent. On ne peut pas combattre le terrorisme en s'associant avec les puissances qui arment les terroristes. On ne peut pas combattre le terrorisme en Afrique en s'associant avec des puissances qui protègent diplomatiquement les puissances terroristes. On ne peut pas combattre le terrorisme en Afrique en voulant rester sous la vassalité des puissances négrières, coloniales, néocoloniales, et en prétendant d'un autre côté, soi-disant, émanciper le peuple africain. Non. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence nécessaire pour dire qu'on travaille à l'émancipation de l'Afrique. C'est qu'on ne s'associe pas aux pompiers pyromanes. Pyromaniac firefighters. Pyromaniac firefighters are not welcome in Africa. Les pompiers pyromanes ne sont pas les bienvenus en Afrique. Soit vous êtes avec nous et nous combattons ensemble pour notre dignité réciproque, et à ce moment, vous pouvez gagner en Afrique. Et l'Afrique peut gagner chez vous. Soit vous êtes contre nous et vous voulez nous exploiter, vous voulez nous maintenir sous votre domination, et ça, nous le refusons. Nous le refusons fermement. Nous avons choisi de vivre selon nos valeurs, de vivre dans le respect de chaque être humain et d'exiger de tout être humain qu'il nous respecte. La politique de Tshisekedi est une politique absurde, contradictoire. C'est une politique à somme nulle. Tshisekedi est un homme politique qui fuit la pluie et qui va se cacher dans une rivière. Quand la pluie finit, Tshisekedi sort de la rivière, tout mouillé, et il dit, heureusement qu'il y avait la rivière, j'ai réussi à me protéger contre la pluie. Mais quelqu'un le voit et lui dit, mais monsieur Tshisekedi, mais vous êtes mouillé. Car mouillé, c'est mouillé. Mouillé par la pluie, c'est mouillé. Mouillé par la rivière, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Dans la crise politique africaine contemporaine, nous avons besoin de leaders qui choisissent un cap clair. Ils choisissent l'émancipation du peuple africain et ils agissent dans ce sens. Ou alors, ils choisissent de s'associer aux ennemis du peuple africain et ils seront combattus comme tels. Voilà la vérité de ce temps. Mes chers amis, par conséquent, cet accord de coopération militaire entre la Russie et le Congo, je le considère comme une étape. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui va en tirer le jus. C'est le leadership révolutionnaire qui prendra le pouvoir au Congo, qui va donner un contenu concret à cet accord. Ce n'est pas Tshisekedi. La chaussure n'est pas à sa pointure. La chaussure est trop grande pour le pied de Tshisekedi. Elle exige un leader de la trempe de Lumumba, de la trempe de Moulele, de la trempe de Laurent Désiré Kabila, au moins. Et Tshisekedi, il n'est pas de cette dimension. Je suis désolé pour mon peuple au Congo. Merci Mingi. À chaque Congolaise et à chaque Congolais qui partageront ce direct qui dure maintenant 40 minutes depuis Bamako du Mali. Je vous renouvelle toute mon affection africaine-africain et je vous donne rendez-vous plus tard, sans doute dans la soirée, si l'occasion m'en est donnée pour d'autres nouvelles panafricaines. Portez-vous bien.